Bonsoir, bienvenue à tous. Tout de suite les titres de ce mercredi. La piste islamiste se précise. Après l'attaque contre les joueurs du Borussia Dortmund, un suspect a été arrêté, un autre est activement recherché. Rencontre déterminante à Moscou entre le secrétaire d'État américain Rex Tillerson et son homologue russe à Moscou. Les tensions entre les deux puissances mondiales ont pris de l'ampleur depuis les frappes américaines contre le régime de Damas. Et puis à quelques jours du premier tour de la présidentielle en France, notre série de reportages est consacrée ce soir aux jeunes électeurs des petites villes de France avec le portrait d'un jeune en recherche d'emploi. L'enquête s'accélère au lendemain de l'attaque à l'explosif contre le bus de l'équipe de football de Dortmund en Allemagne. Les investigations se concentrent sur deux suspects appartenant, selon les enquêteurs, à la mouvance islamiste. Le match reporté en raison de cet attentat a lieu en ce moment. D'ailleurs, à l'issue de la première période, Dortmund est dominé. Monaco mène 2-0. Le point sur l'enquête avec Thomas Simon. C'est un match sous très haute sécurité qui se joue ce soir entre le Borussia Dortmund et l'AS Monaco. La police de Dortmund est sur les dents. Elle a demandé aux supporters d'arriver plus tôt en raison des nombreux contrôles aux abords du stade. Le parquet fédéral de Karlsruhe s'est saisi de l'enquête sur les explosions d'hier pour tenter d'en déterminer le mobile. 3 lettres de revendication identiques ont été retrouvées sur les lieux, ce qui pourrait indiquer une possible motivation islamiste. Le parquet fédéral a qualifié d'acte terroriste l'attaque visant l'équipe du Borussia. Mais si la lettre trouvée sur place évoque bien le groupe État islamique, son authenticité reste à vérifier. Une lettre qui intrigue d'ailleurs les experts en terrorisme. La cible et le mode opératoire sont inhabituels pour la mouvance djihadiste. La lettre de revendication laissée sur place soulève également de nombreuses questions. La présence même d'une telle lettre n'est pas caractéristique des organisations islamistes. Cela ne ressemble ni à Al-Qaïda ni à Daesh. Le ou les auteurs de l'attaque se sont aussi démarqués du mode opératoire prôné par l'État islamique pour ces derniers attentats qui consistent à lancer un camion dans la foule. Pour la première fois, des personnalités ont été ciblées, ce qui provoque d'autant plus de réactions et qui laisse penser qu'un autre type de terroriste est à l'œuvre. Si l'hypothèse se confirme que cette attaque a une motivation djihadiste, nous serions face à une situation tout à fait inédite et inhabituelle. Après l'interpellation d'un suspect membre de la mouvance islamiste de Rhénanie du Nord-Westphalie, le parquet fédéral étudie la possibilité d'émettre un mandat d'arrêt. Les investigations se poursuivent et les enquêteurs n'excluent aucune possibilité, y compris celle d'une fausse piste posée par la lettre de revendication. Rien ne va plus entre Moscou et Washington. Avant de rencontrer le secrétaire d'État américain Rex Tillerson, Vladimir Poutine a donné le ton en affirmant que les relations entre la Russie et les États-Unis se sont détériorées depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Les deux pays sont en désaccord sur plusieurs conflits internationaux, l'Ukraine, l'Iran et récemment la Syrie, depuis l'attaque chimique présumée de Khan Cheikhoun la semaine dernière et surtout le premier bombardement de l'armée américaine contre les forces de Bachar el-Assad. Le point avec Alexandra Yenicke. Poignée de main obligée entre le secrétaire d'État américain Rex Tillerson et le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov. Mais les politesses n'iront pas plus loin, car depuis plusieurs jours, les relations entre les deux pays connaissent un regain de tension. Les pourparlers d'aujourd'hui interviennent à un moment important dans nos relations. Ils vont nous permettre de définir des objectifs communs, mais aussi d'identifier nos points de discorde, de façon à mieux comprendre pourquoi ces différences existent. Parmi les points de discorde, l'attaque chimique qui a fait 87 morts dans la province d'Idleb et que les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne attribuent au régime syrien. En représailles, Washington bombardait quelques jours plus tard une base aérienne syrienne, provoquant la colère des Russes. En plus des déclarations, nous avons récemment assisté à des actions inquiétantes. Une attaque illégale a été menée contre la Syrie. Hier, le président russe est lui aussi intervenu à la télévision pour enfoncer le clou. Où est la preuve que l'armée syrienne a utilisé des armes chimiques? Il n'y en a aucune. En revanche, il y a bien eu violation de la législation internationale. Et ça s'est avéré.
Un nouveau projet de résolution a été présenté au Conseil de sécurité par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni. Le texte exige la coopération de Damas dans l'enquête sur l'attaque chimique. Le vote est prévu ce soir, mais Moscou devrait utiliser son droit de veto pour la 8e fois. C'est un autre dossier prioritaire pour Donald Trump, la Corée du Nord. D'ailleurs, la Chine a appelé Washington au calme après une nouvelle escalade verbale entre le président américain et le régime nord-coréen. Donald Trump menace de résoudre seul, je cite, ce problème, tandis que Pyongyang se dit prête à entrer en guerre. L'Europe appelée au secours par les Hongrois après l'annonce de la fermeture d'ici 5 ans de l'université Soros que Budapest juge hostile au gouvernement Orban. Aujourd'hui, à Bruxelles, les commissaires européens des 28 étaient réunis pour tenter de mettre un frein aux dérives du Premier ministre. En attendant, les manifestations se multiplient dans les rues de la capitale hongroise. Marina Mekawi. Développer des sociétés démocratiques et ouvertes est la volonté affichée de George Soros. Le milliardaire américain d'origine hongroise est engagé notamment dans le financement d'organisations non gouvernementales comme l'Open Society Institute ou Human Rights Watch. L'un de ses financements le plus connu est l'Université d'Europe centrale, la CEU, en péril en Hongrie depuis l'adoption d'une loi controversée. En dépit d'un vaste mouvement de protestation, le texte a été promulgué hier par le président János Áder, allié de Viktor Orban. Il prévoit que les instituts d'enseignement étrangers sans siège dans le pays d'origine soient privés de licence, ce qui est le cas de la CEU. Aujourd'hui encore, plus de 10 000 Hongrois en colère sont descendus dans la rue. Tout aussi indigné, le monde scientifique. 900 universitaires de renommée internationale ont réclamé le retrait de cette loi. Bruxelles a également manifesté son inquiétude. La loi sur l'enseignement supérieur récemment adoptée inquiète de nombreux académiciens et politiciens en Europe et bien au-delà. La faculté de sciences politiques peut se targuer d'avoir formé une génération d'élite en Europe centrale. Même Viktor Orban a bénéficié d'une bourse de la fondation Soros quand il était étudiant. Désormais, le milliardaire est son ennemi déclaré. Après les médias et les ONG, c'est donc au tour des universitaires de faire les frais de la politique autoritaire du Premier ministre. 135 milliards de dollars. C'est la somme qui échappe chaque année au fisc américain. Selon une étude d'Oxfam publiée aujourd'hui, les 50 plus grandes entreprises américaines ont placé 1600 milliards de dollars dans des paradis fiscaux cette année, un record. Selon l'ONG qui lutte contre la pauvreté dans le monde, les champions de l'évasion fiscale sont Apple, Microsoft et Pfizer. Retour en Allemagne où se tient à Berlin la conférence internationale de commerce du cannabis. Après Vancouver en octobre et San Francisco en février, les professionnels du secteur sont réunis dans la capitale allemande jusqu'à ce soir. Et pour cause, le Bundestag a légalisé en mars dernier le cannabis à usage thérapeutique pour soulager les patients atteints de maladies graves et de douleurs chroniques. Pour autant, si le marché allemand s'annonce particulièrement lucratif, le pays n'autorise pas la culture du cannabis sur son sol. L'importation et la commercialisation étaient au cœur des discussions. Reportage signé Tom Théodore. How's everyone feeling this morning? Make some noise if you're happy to be at the ICBC, everybody. Make a little noise. Thanks. This is a revolutionary moment in Germany's history. Le cannabis est un marché qui rapporte. Les Américains l'ont compris depuis longtemps. Aujourd'hui, ils veulent mettre leur savoir-faire au service du marché allemand. Car ces dernières semaines, les choses ont beaucoup évolué. Depuis début mars, l'Allemagne autorise les prescriptions de cannabis remboursées par la sécurité sociale. L'Allemagne sera bientôt un poids lourd de l'industrie du cannabis thérapeutique. Je pense que le marché allemand a le potentiel pour devenir le deuxième plus grand marché au monde. Le terrain commence ici et se termine là-bas au fond. Ça représente environ 5 hectares. Cette parcelle est destinée à la culture du chanvre. Jürgen Scholz, avocat à Hanovre, veut décrocher une licence pour produire du cannabis à usage thérapeutique. Seulement, l'Allemagne n'a aucune expérience en la matière. Dans un premier temps, ce sont donc des entreprises spécialisées néerlandaises et israéliennes qui auront cette autorisation. Mais Jürgen Scholz, c'est moins l'aspect lucratif que la légalisation du cannabis qui l'intéresse. D'une part, on refuse l'accès aux médicaments à des personnes gravement malades. Et de l'autre, on considère que les personnes qui fument un joint sont des criminels, alors qu'ils viennent du cœur de notre société, et qu'ils sont aussi criminels que des bonnes sœurs.
Le cannabis à usage thérapeutique suscite énormément d'intérêt. Le problème, selon Georg Wurth, c'est que très peu de médecins sont prêts à le prescrire. Les gens racontent qu'ils ont appelé tous les médecins de leur ville et de leur région, mais aucun ne veut ne serait-ce que parler des prescriptions de cannabis. Ce qu'il faut maintenant, c'est que les médecins soient formés. Certains ne savent absolument pas quelles maladies peuvent être traitées avec du cannabis. À la conférence sur le cannabis, Eva Milt est très sollicitée. Cette praticienne berlinoise est l'une des rares à traiter ses patients avec de la marijuana. Une patiente m'a dit qu'elle avait retrouvé sa vie d'avant. Elle qui ne sortait pratiquement jamais de chez elle peut aujourd'hui sortir et voir du monde. Elle peut se déplacer. Les douleurs ont diminué et sa mobilité s'est améliorée. Il semblerait que le cannabis apporte une sorte d'équilibre, un équilibre intérieur. À ce jour, 5000 patients sont traités grâce au cannabis. Mais avec cette ruée vers leur verre, ce chiffre pourrait bientôt atteindre le million. Alors que la Commission européenne a exhorté aujourd'hui les États membres à améliorer la protection des réfugiés mineurs, les autorités françaises ont entamé le transfert des migrants de Grande-Synthe. À la mi-journée, 2 cars ont quitté cette ville du Nord avec à leur bord au total 70 migrants. Direction les centres d'accueil du département. Je rappelle que le campement a été incendié lundi dernier suite à une bagarre entre résidents. Pendant ce temps, la campagne présidentielle bat son plein. Toute la semaine, nous vous proposons une plongée dans différents milieux sociaux représentatifs de notre société à travers le portrait de jeunes électeurs. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux sous-préfectures de province, ces villes moyennes surnommées un temps la France d'en bas. Ces jeunes Français ont-ils foi en les politiques? Quels candidats leur semblent proches de leurs préoccupations? Élément de réponse avec le sociologue Michel Wiewiórka. Il y a 3-4 ans, j'ai entendu Axel Kahn, qui est bien connu, à la fois médecin, généticien. Il avait traversé la France du nord-est vers le sud-ouest à pied. Et il disait, je me souviens de l'expression qu'il avait utilisée, il avait dit « J'ai traversé des régions entières, des villes et des villages en sécession, qui sont ailleurs, qui ne sont plus du tout dans le coup de cette France dont on parle ou que l'on voit vivre. » On est dans une France de préfectures, de sous-préfectures surtout, de petites villes ou de gros villages qui ont perdu l'essentiel de leurs activités économiques, culturelles, etc. Plus de services publics ou de moins en moins, et qui s'effondrent complètement. Vous avez une partie de la jeunesse qui est tout simplement démobilisée, peu intéressée par quoi que ce soit. Les plus dynamiques, les plus aisés, ceux qui ont des ressources, ils s'en vont. Et une petite partie qui se dit, on va quand même essayer de relancer, de faire des choses. Alors quand vous appartenez à un monde en chute comme ça, il peut y avoir plusieurs étapes. Dans un premier temps, vous pouvez avoir le sentiment de l'affaissement, de l'effondrement, et être au plus loin de la politique. Et puis, pour peu que passe un leader charismatique, démagogique et populiste, dans votre sphère, dans votre espace, vous pouvez être tenté. Et illustration dans l'Allier, justement. Nos équipes se sont rendues à Montluçon, une sous-préfecture où le taux de chômage est supérieur à la moyenne nationale. Erat Feist est allé à la rencontre d'un jeune électeur en situation précaire. Je m'appelle Yannick Ketreb, j'ai 24 ans, j'habite à Montluçon et je suis animateur jeunesse dans une MJC centre social. Yannick vit à Montluçon, dans le nord de l'Auvergne, depuis 3 ans. Il a grandi dans un village de la région. À la sortie du collège, il a fait un BEP menuiserie, mais n'a pas trouvé de travail. Quand j'étais en menuiserie, j'ai fait toutes les pages jaunes des entrepreneurs. J'ai eu que des réponses négatives, quoi. Il n'y a déjà pas beaucoup de travail et en plus, on ne laisse pas beaucoup de place aux apprentis ou aux jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui partent. Avec un taux de chômage à près de 12%, une activité industrielle en déclin depuis plusieurs années, Montluçon connaît la destinée de beaucoup de sous-préfectures. Seules les grandes surfaces prospèrent. On est au niveau du boulevard, donc c'est quand même la zone la plus vivante encore qui reste de Montluçon. Pourtant, il n'y a pas grand monde. Les magasins ferment au fur et à mesure. Direction la MJC où Yannick est animateur jeunesse. Il est payé au SMIC pour un contrat d'avenir mêlant travail et formation pendant 3 ans. Donc vous me refaites une petite BD ? Lui à qui les professeurs du collège disaient qu'il n'avait pas le profil pour passer un bac et l'ont poussé vers le bâtiment à enfin trouver un emploi et surtout un emploi qui lui plaît.
C'est moi qui ai pris la décision de faire de l'animation, c'est moi qui ai voulu faire des formations, c'est vraiment mon propre choix et je me sens quand même beaucoup plus épanoui maintenant qu'avant, quoi. L'éducation nationale, pour moi, veut nous mettre dans des cases, malgré tout. Et il y en a qui ne rentrent pas dans ces cases, mais on nous met de force quand même dedans. On n'est quand même pas forcément dans le même monde, il y a quand même pour moi la haute société et nous on est quand même un peu plus en bas. Et ce serait bien qu'on nous écoute un petit peu plus, quoi. Fin de journée, Yannick rentre chez lui. Je reste plutôt chez moi, fais des économies aussi. Au niveau budget, c'est quand même assez compliqué. Il vit avec sa compagne. Margot a 21 ans. Elle suit une formation en alternance pour devenir coiffeuse. Il ne s'intéresse pas beaucoup à la politique, la trouve souvent obscure, mais pense voter. Alors oui, j'en ai pas du tout entendu parler par contre. Ils ne savent pas encore pour quel candidat. Yannick votera peut-être blanc. Je suis pas de gauche ou de droite. Moi, c'est vraiment en fonction du programme qu'ils nous proposent. Le parti m'importe peu. Si un jour quelqu'un arrive à faire changer les choses, peut-être que je m'intéresserai plus à la politique, quoi. Quand on demande à Yannick ce qu'il voudrait voir changer, ce dont il rêve pour sa génération, voilà ce qu'il répond. D'être un peu plus, d'être écouté et puis d'être considéré, quoi. D'être vu comme une tranche d'âge qui est quand même importante. On n'est pas un entre-deux, on est un monde entier, quoi. Motina. Oui. Voilà pour cette page consacrée à la présidentielle en France. Vous pourrez découvrir d'ailleurs l'intégralité de notre série de reportages liés à cette campagne sur notre site internet info.arte.tv. Cinéma pour clore ce journal avec la sortie aujourd'hui dans les salles en France d'un documentaire singulier, Pas comme des loups, de Vincent Pouplard. L'histoire de deux jumeaux marginaux qui ont connu l'abandon, la délinquance et la prison. Un duo qui a choisi de se réinventer une vie qui n'appartient qu'à eux. Bertrand Lout est allé à la rencontre du réalisateur. On a fait 5 ou 6 collèges différents. La maison de correction. En 5e, ouais. Au final, on a fugué. Maman a changé la serrure de la maison. Roman et Sifredi sont jumeaux, en rupture de banc. Déclassés, mais pleins de vitalité. Avec d'autres, ils squattent une école, construisent des cabanes, cultivent et cueillent, ne dépensent quasi rien. Tournés sur 4 ans, pas comme des loups, rendent compte de leur environnement et de leur présent. Ces deux garçons, ils ont passé peut-être 2-3 ans durant leur adolescence à passer par les méandres de l'institution judiciaire, en fait. Et je pense qu'ils ont saisi le film comme une chance d'exister un peu autrement. Je vis et c'est tout, il n'y a rien d'autre. Je suis là. Nous sommes les rebelles, nous ne nous laissons pas les rebelles, nous ne nous laissons pas prendre. On a tous un inconscient de ce que ça peut être qu'une vie en marginalité et de ce qu'est qu'une enfance difficile. Là, je propose un temps particulier aux proches de ces deux êtres, et la parole et le temps que j'essaie de leur accorder, à mon avis, va un peu à l'encontre de ce que certains médias peuvent construire autour du mythe délinquant. Tu garderas ce message en toi, mon esprit est à l'envers, je ne souhaite que la paix à l'endroit. Cette portée politique teintée de poétique, elle est très importante pour moi. Je pense que mon projet, c'était de changer le visage des loups, de cette figure du danger que peuvent représenter des bandes de jeunes. En tout cas, il ne doit plus avoir beaucoup d'hommes qui vivent comme ça. Purement dans la nature. Des jeunes comme eux, il y en a aussi des milliers. Des expériences libertaires comme eux, ils en vivent. Il y en a des plus ou moins conscientes politiquement. Et donc j'ai pas trop de doute. Ouais. Ils s'en sortiront et ils croiseront les bonnes personnes sur leur chemin. Ouais. Un autre truc qu'on sera jamais, c'est mort, mon frère. Ouais. On sera jamais mort. Ça, c'est sûr. Allez, une dernière information avant de se quitter. On vient d'apprendre la mort du célèbre chef opérateur Michael Ballhaus. Il avait reçu un ours d'or d'honneur lors de la Berlinale 2016. Après plus de 40 ans de carrière aux côtés des plus grands, de Fassbinder à Scorsese, en passant par Robert Redford, il s'est éteint à Berlin à l'âge de 81 ans. Sur ce, c'est la fin de ce journal. Je vous laisse en compagnie d'Elisabeth Quint pour 28 minutes. À suivre, Tout est vrai ou presque, avec les aventures ce soir de Vivienne Westwood chez la Reine d'Angleterre. Au programme ce soir sur Arte, Les Merveilles avec Monica Bellucci, Grand Prix du Festival de Cannes en 2014. C'est à partir de 20h50. Je vous souhaite une très belle soirée. Retour de l'info demain, 7h10 avec Arte Journal Junior. Moi, je vous retrouve à 19h45. Bis morgen. Tchuss.